Dans une salle de bain étroite, la lumière grésille faiblement. Aïcha, 17 ans, serre dans ses mains un petit bâton blanc. Ses doigts tremblent. Une larme glisse sur sa joue avant même qu'elle ose regarder. Sur l'écran de son téléphone posé au bord du lavabo, les notifications s'enchaînent. Anniversaire, ami qui rit, message d'un garçon. Mais dans ce silence pesant, une seule vérité s'impose. Sa vie vient de basculer. Personne ne le sait encore. Pas sa mère, pas son père, pas ses amis. Et pourtant, tout va changer. 8 semaines plus tôt. La ville s'éveille doucement sous la lumière dorée du matin. Dans les rues déjà animées, les vendeuses ambulantes installent leurs plateaux de fruits, les mototaxis vrombissent, les klaxons se répondent. C'est une capitale africaine en pleine effervescence, moderne et bruyante, où chacun se précipite pour attraper un morceau de journée. Dans l'appartement d'un immeuble du quartier, la maison d'Aïcha respire l'ordre et la routine. La cuisine est encore chaude du café préparé à l'aube, et sur la table, tout est disposé avec soin. Assiette blanche, bol rempli de lait, morceaux de pain frais, quelques beignets achetés au kiosque du coin. L'air embaume une odeur familière et rassurante, celle du matin en famille. Aïcha est déjà prête. Son uniforme scolaire, impeccable, reflète la rigueur qu'on exige d'elle. Chemise blanche soigneusement repassée, jupe bleu marine bien ajustée, chaussures vernies qui claquent doucement sur le carrelage. Ses cheveux tressés la veille sont tirés vers l'arrière, dégageant un visage sérieux et fermé. Elle s'assied devant son bol, le regard fixé sur le liquide chaud. Ses mains bougent machinalement, mais son esprit est ailleurs. À la même table, sa mère s'affaire encore, rangeant, nettoyant, donnant des instructions sans s'arrêter. Son amour se traduit par l'organisation, le contrôle, l'attention portée à chaque détail matériel. Son père, lui, est absorbé par son téléphone, vêtu de sa chemise claire et de sa montre discrète. Il suit les actualités, pense déjà à sa journée de travail, aux factures à régler. Les mots qui sortent de sa bouche sont rapides, fonctionnels, comme des rappels d'objectifs plus que des conversations. La maison respire la stabilité et la discipline. Tout semble parfait, tout semble normal. Mais dans cet univers où chacun joue son rôle, le silence d'Aïcha se perd. Elle mange en silence, répond par des gestes de tête, exécute chaque demande sans résister. Pourtant, derrière ce calme apparent, un vide grandit. Elle se sent invisible dans sa propre maison. À l'extérieur, un bus scolaire s'arrête en klaxonnant. Le bruit traverse la fenêtre et ramène Aïcha à la réalité. Elle avale la dernière gorgée de son lait, attrape son sac d'école préparé avec soin et se lève. Avant de franchir la porte, sa mère glisse dans sa main quelques pièces de monnaie, comme une manière de prolonger sa présence, même lorsqu'elle ne sera plus là. Son père lève la voix pour lui rappeler qu'elle doit travailler dur, car son avenir dépend de ses notes. Aïcha hoche la tête et sort, laissant derrière elle la table encore chaude et les voix de ses parents qui se croisent sans jamais vraiment se rencontrer. Dans l'ascenseur de l'immeuble, le silence l'enveloppe. Elle observe son reflet dans le miroir taché. Son uniforme est parfait, son allure disciplinée. Elle esquisse un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Elle voudrait qu'on la voie autrement. Pas seulement comme une élève modèle, mais comme une personne qui a des émotions, des doutes, des rêves. Elle voudrait parler, mais personne ne semble avoir le temps d'écouter. Dehors, l'air du matin est plus frais. Le gardien assis sur une chaise en plastique la salue d'un signe de tête, auquel elle répond par un sourire poli. La rue est vivante. Des enfants en uniforme courent pour attraper leur bus, des commerçants étalent leurs produits, les motos se faufilent entre les voitures. C'est un chaos organisé, typique d'une grande ville africaine, et au milieu de ce tumulte, Aïcha se sent comme une ombre qui suit le mouvement sans vraiment exister. Le bus scolaire l'attend. À l'intérieur, les rires fusent déjà. Les camarades s'échangent des vidéos sur leur téléphone, commentent les dernières tendances vues sur TikTok ou Instagram. L'énergie est débordante, presque bruyante. Aïcha s'assoit près de la fenêtre, à l'écart. Elle sort de son sac un petit carnet à spirale, son refuge secret. Elle y écrit quelques mots, des phrases brèves qui ressemblent plus à des pensées volées qu'à des rédactions scolaires. Des mots comme écoute, compréhension, liberté.
Chaque page est une conversation muette avec elle-même, une manière de dire ce qu'elle n'a jamais pu dire à voix haute. Pendant ce temps, dans l'appartement qu'elle vient de quitter, la vie continue. Sa mère range la table en soupirant, son regard glissant sur la chaise vide de sa fille. Une inquiétude sourde lui traverse l'esprit. Ce silence constant n'est-il pas un signe? Elle se demande parfois si sa fille est heureuse, si elle lui cache quelque chose. Mais comme chaque jour, elle chasse rapidement cette pensée, trop absorbée par ses propres responsabilités. Son mari, lui, ne s'interrompt même pas dans sa lecture. Pour lui, tout va bien tant que les résultats scolaires suivent. Et pourtant, derrière cette façade ordonnée, la faille est déjà là. La maison respire l'amour, mais un amour exprimé à travers les devoirs, les consignes, les rappels à l'ordre. Le cœur d'Aïcha, lui, réclame une autre langue, celle de l'écoute et de la compréhension. Ce matin encore, personne ne l'a entendu. Personne n'a vu le vide qui s'élargit en elle. C'est ce vide, invisible mais bien réel, qui bientôt la poussera à chercher ailleurs ce qu'elle ne trouve pas à la maison. Une quête silencieuse qui la conduira vers des choix dont les conséquences dépasseront tout ce qu'elle peut imaginer. Le bus s'arrête devant le grand portail métallique du lycée. Peint en bleu délavé, il porte les traces du temps et des mains d'élèves qui l'ont poussé 1000 fois. Sur le mur, le nom de l'établissement s'affiche en lettres majuscules, accompagné d'une devise ambitieuse sur l'excellence et la discipline. Des surveillants postés à l'entrée observent chaque élève avec un œil sévère, comme s'il guettait la moindre faute avant même que la journée ne commence. Aïcha descend du bus, son sac bien serré contre elle. Devant ses yeux s'étend une vaste cour, encore fraîche de rosée, où des groupes d'élèves se forment déjà. Les uns rient à gorge déployée, d'autres répètent leurs leçons à voix basse, certains prennent des selfies pour alimenter leurs réseaux sociaux. Le lycée est une mosaïque de vies adolescentes, un mélange de sérieux et de frivolité, où l'avenir et le présent se disputent chaque instant. Les bâtiments, hauts et légèrement décrépits, encerclent la cour comme des géants fatigués. Les murs sont couverts de slogans motivants peints en couleurs vives, mais écaillés par le temps. Sur les fenêtres, les barreaux métalliques rappellent qu'ici, la liberté est surveillée. Le sol en ciment porte les traces de milliers de pas, de jeux, de disputes, de confidences échangées à la va-vite. Chaque recoin du lycée semble avoir son histoire, invisible mais palpable. Aïcha traverse la cour sans se presser. Ses camarades l'interpellent à peine. Elle n'est pas invisible, mais elle ne brille pas non plus. Elle existe dans cet espace entre deux mondes, ni la star adulée, ni l'élève totalement isolé. Son univers se limite à quelques amis proches et à ses cahiers, qui restent son refuge le plus sûr. La cloche retentit, bruyante, métallique, annonçant le début des cours. Une vague d'élèves se précipite vers les escaliers, leur voix résonnant contre les murs. Aïcha suit le mouvement. Son pas est régulier, presque mécanique, comme si son corps connaissait par cœur chaque détour, chaque salle, chaque recoin. Dans les couloirs, l'air est chargé de l'odeur des craies, du papier froissé, de la sueur adolescente et des parfums bon marché que beaucoup utilisent pour masquer la fatigue du quotidien. La salle de classe est une pièce rectangulaire aux murs jaunis, décorée d'affiches pédagogiques sur la grammaire, les mathématiques et les grandes figures historiques. Les bancs en bois sont gravés de mots, de prénoms, de symboles que des générations d'élèves ont laissés derrière eux. Le tableau noir, fissuré dans un coin, porte encore les traces des formules d'hier. Aïcha prend sa place habituelle au 3e rang, près de la fenêtre. C'est l'endroit où elle se sent le plus à l'aise, assez proche pour suivre, assez loin pour se protéger du regard direct du professeur. Par la fenêtre, elle aperçoit un manguier dans la cour voisine, dont les branches offrent une ombre rassurante aux élèves qui cherchent un coin tranquille. Le professeur entre, une pile de cahiers sous le bras, le regard déterminé. Sa voix grave emplit la salle, imposant le silence en quelques secondes. La leçon commence. Les élèves sortent leurs livres, leurs stylos, leurs cahiers griffonnés. Certains écoutent attentivement, d'autres laissent leur esprit vagabonder, dessinant des motifs sur la marge de leurs pages. Aïcha, elle, prend des notes avec soin. Chaque mot est écrit avec une précision presque maniaque. Mais derrière ces gestes appliqués, son esprit dérive. Elle entend la voix du professeur comme une mélodie de fond, tandis que ses pensées s'échappent vers d'autres horizons. Elle se demande à quoi ressemble la vie en dehors de ces murs,
au-delà de ce quotidien rythmé par les sonneries et les consignes. Dans la classe, la dynamique est palpable. Les plus populaires attirent l'attention avec des blagues discrètes, faisant rire leurs camarades même sous l'œil sévère de l'enseignant. Les plus discrets s'enferment dans leur silence, comme Aïcha. Certains vivent pour les notes, d'autres pour les réseaux sociaux, d'autres encore pour survivre à la journée en attendant le lendemain. Chaque visage raconte une histoire, souvent cachée derrière des sourires de façade. À la pause, la cour se transforme en un théâtre vivant. Les élèves se regroupent par affinité. Ici, un cercle discute de football avec passion. Là, un autre échange les dernières chansons à la mode sur un haut-parleur portable. Plus loin, des filles comparent leurs coiffures et leurs photos, riant aux éclats. Le lycée devient une scène où chacun joue un rôle, volontairement ou non. Aïcha s'installe à l'écart, près d'un mur, son carnet ouvert sur ses genoux. Elle observe, elle écrit. Ses mots décrivent ce qu'elle voit, mais aussi ce qu'elle ressent. Elle y note l'agitation autour d'elle, l'énergie qui circule, mais aussi le vide qui persiste en elle. Ses phrases sont simples, mais elles portent le poids de son silence. Dans ce carnet, elle se permet d'être honnête, d'avouer ses doutes, ses peurs, ses rêves. Un vent léger traverse la cour, soulevant les feuilles mortes qui s'éparpillent entre les pas pressés des élèves. Le ciel est clair, mais Aïcha ressent une lourdeur intérieure, comme une ombre invisible qui la suit. Elle referme son carnet, range son stylo et relève la tête. Autour d'elle, tout semble normal, mais son regard reste marqué par une mélancolie discrète que peu remarquent. La cloche sonne à nouveau. Les élèves retournent dans leur classe, reprenant la mécanique bien huilée des cours. La journée se déroule ainsi, rythmée par les matières, les explications, les exercices, les cahiers qui se remplissent. Aïcha suit, mais son cœur bat ailleurs. Elle rêve d'une écoute, d'un espace où elle pourrait dire ce qu'elle n'ose pas confier. Quand la dernière cloche retentit, le soleil décline déjà derrière les bâtiments. La cour se vide peu à peu, les élèves s'éparpillant vers les bus, les motos, les rues environnantes. Les voix s'éteignent, les rires s'éloignent. Aïcha reste un instant immobile, son sac sur l'épaule, observant le portail qui s'ouvre sur la ville. Elle inspire profondément, comme pour se préparer à affronter encore une fois le monde extérieur. Elle franchit le seuil du lycée avec la même discrétion qu'à son arrivée. Pour les autres, ce fut une journée ordinaire. Pour elle, c'était un autre pas dans une solitude grandissante. Ce vide intérieur, qui s'élargit chaque jour, finira par la pousser à chercher ailleurs ce qu'elle ne trouve pas ici, une écoute, une reconnaissance, une place à elle. Et déjà, sans qu'elle le sache, le chemin vers l'inattendu commence à se tracer. La chaleur de l'après-midi enveloppe la ville comme une couverture étouffante. Les rues sont animées, bruissant du mélange de klaxons impatients, de vendeurs ambulants criant leurs produits et de pas pressés d'élèves libérés de leurs cours. Aïcha avance, son sac battant contre son dos, ses pas rythmés par une fatigue qu'elle ne dit jamais. Chaque journée au lycée lui laisse une impression d'inachevé, comme si elle courait sans jamais atteindre une destination. Sur le trottoir, les étals débordent de fruits colorés, mangues mûres, oranges alignées, bananes suspendues. Des parfums sucrés flottent dans l'air, mêlés aux odeurs plus âcres de carburant et de poussière soulevées par les motos. Des enfants plus jeunes, encore en uniforme, traînent dans les ruelles, riant aux éclats, leurs cartables ballottant. Dans ce chaos familier, chacun semble savoir où aller, sauf Aïcha. Elle marche sans vraiment choisir de direction, longeant les façades décrépies des boutiques, les murs recouverts d'affiches déchirées annonçant concerts, concours ou formations. Sur un PAN de mur blanc, un graffiti attire son regard. Un simple mot tracé à la bombe noire, libre. Ce mot reste accroché à son esprit, comme une provocation. Arrivée à une intersection, elle s'arrête. Devant elle, une petite librairie de quartier, coincée entre une pharmacie et un kiosque à téléphone. L'enseigne est à moitié effacée, mais la vitrine expose des manuels scolaires, des cahiers à spirale et quelques romans aux couvertures défraîchies. Elle n'est jamais entrée ici, mais quelque chose l'attire. Peut-être l'envie de s'éloigner du bruit, peut-être la promesse silencieuse de trouver refuge dans les mots des autres. En poussant la porte, une clochette tinte doucement. L'air intérieur est frais, chargé de l'odeur des livres, de la poussière et du papier vieilli. Les rayonnages sont étroits, remplis de volumes de toute taille.
alignés ou empilés avec négligence. Un ventilateur tourne lentement au plafond, brassant l'air avec un ronronnement régulier. Au fond, derrière un comptoir en bois, un homme est assis. Il doit avoir une quarantaine d'années, lunettes rondes sur le nez, un stylo coincé derrière l'oreille. Il lève brièvement les yeux vers elle, esquisse un signe de tête discret, puis retourne à sa lecture. Rien d'intrusif, juste la reconnaissance de sa présence. Aïcha se sent rassurée par ce silence respectueux. Elle se met à parcourir les rayons, ses doigts effleurant les couvertures usées. Romans africains, poésies anciennes, guides scolaires. Elle s'arrête devant un livre dont la couverture représente une jeune femme debout au milieu d'une route, le regard tourné vers l'horizon. Elle ne connaît pas l'auteur, mais quelque chose dans cette image résonne avec son état d'esprit. Elle prend le livre, le feuillette rapidement. Des phrases lui sautent aux yeux, évoquant la quête de soi, les chemins incertains, les choix difficiles. Dans ce moment suspendu, elle a l'impression que le monde extérieur s'est arrêté. Le bruit de la rue, la chaleur écrasante, les obligations scolaires, tout disparaît. Ne reste que ce texte, ces mots qui semblent parler directement à elle. Alors qu'elle repose le livre, son regard croise celui d'un garçon de son âge, assis dans un coin de la librairie. Elle ne l'avait pas remarqué en entrant. Il est penché sur un cahier, un stylo à la main, écrivant avec intensité. Ses vêtements sont simples, son sac posé à ses pieds. Ses yeux, sombres et concentrés, se relèvent un instant et rencontrent ceux d'Aïcha. Pas un mot, pas un geste, juste une fraction de seconde où le temps se fige. Il replonge aussitôt dans son cahier, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Aïcha, cette brève rencontre visuelle est un choc discret. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent que ce garçon fait partie de quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Comme si une porte invisible venait de s'entr'ouvrir devant elle. Elle remet le livre en place, le cœur battant légèrement plus vite qu'à son arrivée. Son regard revient inconsciemment vers le coin où il écrit. Elle ne le connaît pas, elle n'a pas entendu le son de sa voix, mais sa présence change déjà l'atmosphère du lieu. En sortant de la librairie, la clochette tinte de nouveau. La rue est toujours la même, bruyante, animée, chaotique. Mais en elle, quelque chose a changé. Elle ne saurait l'expliquer. Peut-être est-ce ce livre aux phrases troublantes, peut-être ce regard furtif échangé. Peu importe. Elle sent que cette journée ne ressemble pas aux autres. Le soleil descend lentement, projetant des ombres longues sur les trottoirs. Aïcha reprend le chemin de la maison, ses pas légers mais son esprit agité. Une certitude floue s'installe. Elle n'est plus seulement une spectatrice de sa propre vie. Quelque chose vient de commencer, même si elle ignore encore quoi. Et dans l'ombre des ruelles, derrière les murs décrépits, une histoire nouvelle se prépare à se révéler. Le portail grince longuement, un son qui annonce toujours l'arrivée de quelqu'un. Aïcha le pousse du bout des doigts, espérant que personne ne l'entendra. Mais dans cette maison, chaque bruit résonne comme une alerte. Elle pose son sac à dos près du mur, essuie rapidement la poussière de ses chaussures avec la pointe de son uniforme. L'air est chargé d'odeurs de poissons grillés et d'huile, preuve que sa mère a passé la fin d'après-midi au fourneau. À peine a-t-elle franchi le seuil que la voix maternelle surgit du salon. « Aïcha !» Ce n'est pas un appel tendre. C'est un ordre. Elle sait qu'elle doit venir, répondre, montrer qu'elle a entendu. Ses pas se traînent. Dans le salon, la lumière crue de l'ampoule nu illumine les murs décolorés. La télévision est allumée sur une chaîne d'information, mais personne ne la regarde vraiment. Son père est assis, le dos droit, un verre de thé brûlant entre les mains. Il ne parle pas encore, mais ses yeux suivent chacun de ses gestes. Sa mère, debout, les bras croisés, l'accueille d'un regard sévère. Elle porte encore son pagne noué à la taille, son foulard légèrement défait. Sa voix tombe, nette, sans détour. « Tu étais où ?» Aïcha répond à peine, au lycée étouffé, sans force. Mais sa mère insiste, chaque mot comme une gifle. Elle ne veut pas seulement savoir où, elle veut savoir pourquoi si tard, avec qui, à quoi bon. Son père, jusque-là silencieux, pose son verre. Le bruit sec contre la table est plus fort qu'un cri. Son visage reste fermé, mais ses lèvres prononcent lentement une phrase qui cloue Aïcha au sol. « Tu n'as pas idée de ce que nous attendons de toi. » Elle baisse les yeux. Son cœur cogne, ses mains tremblent légèrement. Elle se sent minuscule dans cette pièce qui pourtant est la sienne depuis l'enfance. Dans un coin,
Son petit frère Idriss, 8 ans, joue avec une voiture en plastique. Il jette parfois un coup d'œil à la scène, intrigué par la tension qui monte. Trop jeune pour comprendre, assez lucide pour sentir que quelque chose cloche. Sa mère reprend. Des notes qui baissent, un avenir incertain, une fille qui semble distraite, absente. Chaque reproche s'ajoute au précédent, formant une montagne sur ses épaules déjà lourdes. Aïcha n'entend plus tout. Les mots se brouillent. Elle se contente de hocher la tête, de murmurer « Oui maman, d'accord, je comprends ». Enfin, la voix se calme. Le silence revient, pesant. Son père reprend son verre, sa mère disparaît vers la cuisine, laissant derrière elle l'odeur de fumée et de savon noir. Idriss continue à pousser sa petite voiture, comme si rien ne s'était passé. Aïcha s'échappe. Sa chambre est étroite, les murs peints autrefois en bleu sont désormais ternis. Le ventilateur grince à chaque rotation. Elle s'assoit sur le lit, son sac encore à ses pieds. Le cahier de mathématiques s'ouvre presque tout seul, mais son stylo reste immobile. Les équations dansent devant ses yeux, incompréhensibles. Elle ferme les yeux. Dans sa tête, des images reviennent. Le sourire de cette femme dans la librairie, ce livre posé comme une promesse, cette envie étrange de s'enfuir ailleurs, loin de ses murs, loin de ses attentes. Un bruit à la porte. Idriss, son frère, passe la tête. « Tu veux que je t'apporte un peu de riz ?» Elle sourit faiblement, secoue la tête. Il entre quand même, s'assoit au bord du lit, continue à jouer avec sa voiture en silence. Sa présence s'apaise. Il est le seul dans cette maison qui ne demande rien, qui n'exige rien. La nuit tombe. Les bruits du quartier montent, un voisin qui rit fort, une radio qui crache une vieille chanson, un chien qui aboie au loin. Dans la cour, sa mère rince les marmites, l'eau éclaboussant le sol cimenté. Son père, probablement, lit le journal à la lumière tremblante d'une ampoule. Aïcha reste allongée, les yeux ouverts. Ses pensées tourbillonnent. Elle se demande combien de temps elle pourra cacher ce qu'elle porte déjà. 8 semaines. 8 semaines de secret. Et chaque jour qui passe rend ce secret plus lourd, plus dangereux. Un message vibre sur son téléphone. Elle l'attrape précipitamment. C'est lui. Une phrase simple, presque banale. « Tu es rentré ?» Elle hésite, son pouce flotte au-dessus du clavier. Répondre ou ignorer. S'accrocher ou fuir. Elle choisit de poser le téléphone, de le retourner face contre lit. Mais son cœur bat encore plus vite. Au loin, une coupure d'électricité plonge le quartier dans le noir. Les voix continuent dans la rue, mais tout semble étouffé. Idriss s'est endormi, sa petite voiture serrée contre lui. Aïcha ferme enfin les yeux, mais le sommeil refuse de venir. Elle pense à demain, à l'école, aux professeurs qui la jugeront, aux amis qui ne sauront pas, à ses parents qui continueront de surveiller ses moindres gestes, et au secret qui grandit, invisible, mais bien réel. Une certitude s'impose dans l'obscurité, quelque chose devra changer. Et bientôt. Le soleil tape déjà fort quand Aïcha franchit le portail du lycée. Le béton de la cour réfléchit la chaleur, les cris d'élèves se mêlent aux sifflets des surveillants. Chacun retrouve son petit cercle, son territoire. Les garçons jouent au ballon dans un coin, les filles échangent des secrets à voix basse, d'autres se penchent sur des cahiers encore ouverts. Aïcha serre son sac contre elle, évitant les groupes trop bruyants. Elle sait que les regards se posent vite, que les murmures circulent plus vite encore que les notes de cours. Son uniforme, impeccable en apparence, lui colle à la peau sous l'effet de la sueur. Chaque pas est une épreuve. La cloche sonne. Les élèves se bousculent vers les salles. Dans le couloir, un parfum de craie et de poussière. Sur le tableau noir, des restes de calcul de la veille. Elle s'assoit au fond, près de la fenêtre entr'ouverte. Le ventilateur du plafond tourne lentement, sans vraiment rafraîchir l'air. Le professeur entre, sa voix grave impose le silence. C'est Monsieur Coffey, celui de mathématiques, réputé pour son exigence. Son regard balaie la salle, s'arrête une fraction de seconde sur Aïcha. Elle détourne les yeux, son stylo tremble entre ses doigts. Aujourd'hui, nous corrigeons l'évaluation. Les copies s'éparpillent sur les tables, glissant de main en main. Quand la sienne tombe devant elle, son cœur se serre. En haut, tracé en rouge, juin 2020. Un murmure parcourt la classe. Pas assez fort pour être une moquerie ouverte, mais suffisant pour qu'elle sente la brûlure dans sa poitrine.
Une fille devant elle, Mariam, chuchote à sa voisine. Elle, avant, elle avait toujours des bonnes notes. Maintenant regarde. Les mots flottent, empoisonnent l'air. Aïcha ferme le cahier, tente de se concentrer sur la voix du professeur qui explique la correction. Mais rien n'entre. Les chiffres se brouillent, les équations perdent leur sens. La pause arrive enfin. Dans la cour, Mariam et 2 autres filles éclatent de rire près de la fontaine. Elle la regarde à demi, comme si elle savait quelque chose qu'elle ignore. Aïcha s'éloigne, cherche un coin d'ombre. Elle trouve Fatou, une amie d'enfance, assise seule sous un arbre. Fatou sourit, mais son regard trahit une inquiétude. « Tu es fatiguée, Aïcha. Tu ne dors pas ?» Aïcha secoue la tête, esquisse un sourire forcé. Elle n'a pas envie de parler, pas envie d'expliquer. Mais Fatou insiste, ses mots doux contrastent avec la dureté ambiante. Elle propose de réviser ensemble le soir, de s'entraider. Aïcha accepte d'un signe, sans vraiment croire qu'elle y arrivera. L'après-midi, les cours reprennent. La chaleur devient insupportable, les cahiers s'alourdissent, les professeurs s'impatientent. À chaque heure qui passe, Aïcha sent ses forces la quitter. Elle a l'impression d'être dans un film où tout avance trop vite, sauf elle. À la sortie, le portail est envahi par des vendeurs de beignets et de jus en sachet. Les élèves rient, se poussent, se racontent leur journée. Aïcha, elle, marche vite, sans se retourner. Son téléphone vibre encore. Même numéro. Même insistance. On doit parler. Elle hésite, mais range le téléphone. Pas ici. Pas maintenant. En longeant le mur du lycée, elle croise un groupe de garçons plus âgés. L'un d'eux siffle doucement, un sourire narquois aux lèvres. Son cœur accélère, c'est pas aussi. Elle déteste ce genre de regard, ceux qui déshabillent, ceux qui devinent trop. Enfin, elle atteint le carrefour poussiéreux qui mène à sa maison. Les bruits du lycée s'effacent derrière elle, remplacés par ceux du quartier. Klaxons, cris d'enfants, odeurs de marché. Mais la sensation d'être observée ne la quitte pas. Arrivée devant le portail, elle s'arrête un instant. Inspire. Expire. Puis pousse la porte, prête à affronter une nouvelle soirée de reproches, de silences lourds, de rêves interrompus. Dans sa tête, une phrase résonne encore. On doit parler. Et cette idée lui glace le sang. Tôt ou tard, le secret éclatera. La semaine commençait comme toutes les autres pour Aïcha, mais quelque chose en elle avait changé, même si elle ne l'admettait pas. Dans sa chambre, elle rangeait ses cahiers avec un soin presque obsessionnel, mais ses pensées dérivaient vers Clarisse et le groupe d'amies influentes qui semblaient toujours savoir quoi faire pour briller. Chaque notification sur son téléphone était une petite étincelle d'attention. Un like ici, un commentaire là, parfois un message plus personnel qui la faisait sourire seule, à l'abri des regards. Les interactions avec ses camarades n'étaient plus anodines. Au lycée, Clarisse partageait ses secrets avec elle, l'entraînait dans des petites sorties, dans des cafés ou sur des terrasses où les adolescents riaient, filmaient des stories TikTok et parlaient de garçons, de mode et de fêtes. Aïcha, timide et prudente d'ordinaire, se surprenait à suivre, à sourire, à participer timidement, ressentant à chaque geste une étrange contradiction. Peur de se faire remarquer, mais envie irrésistible d'appartenir à ce monde. Le groupe de Clarisse avait un code implicite. Si tu veux exister, tu dois montrer que tu peux vivre comme les grandes. Une phrase répétée dans leurs regards, leurs rires, leurs stories, qui pesait sur Aïcha comme une pression invisible. À chaque refus, elle sentait le jugement subtil, une moue, un commentaire à demi-voix, un clin d'œil complice qui l'excluait. Alors, lentement, elle commença à céder à ce qui semblait normal autour d'elle. C'est dans ce contexte que Malik entra dans sa vie de façon plus marquée. Ses messages n'étaient pas lourds, mais précis, charmants, comme des caresses numériques. Il connaissait des détails sur elle que ses parents ignoraient, il faisait attention à ses goûts, à ses humeurs, à ses silences. Une attention que personne à la maison ne lui donnait. Chaque rendez-vous pris avec lui était une échappatoire au quotidien monotone, chaque sourire partageait une validation qu'elle n'avait jamais reçue. Au fil des jours, elle commença à mentir légèrement. « Je vais chez Clarisse, répétition de théâtre, bibliothèque tardive. » Des excuses anodines pour masquer ses escapades ou ses petits rendez-vous. Personne à la maison ne doutait encore, mais la tension intérieure d'Aïcha montait. Elle sentait que ses choix la rapprochaient d'un point de non-retour.
La fille prudente, sage et réservée s'effaçait doucement derrière une version qui expérimentait, testait, prenait des risques. Une soirée clé se dessina. Clarisse et le groupe avaient organisé un anniversaire dans une terrasse lumineuse au cœur du quartier, avec musique douce, rire et quelques verres de soda sucré. Aïcha hésita, consciente qu'elle était fatiguée, que ses parents attendaient ses devoirs, que son père lui avait répété qu'elle devait se concentrer sur ses examens. Mais l'appel de l'amitié, le désir de reconnaissance et la promesse de voir Malik la poussèrent à dire oui. La terrasse était animée, pleine de lumière, de mouvements et de conversations. Les smartphones capturaient chaque instant, chaque sourire. Aïcha riait, participait timidement aux discussions, se laissait entraîner dans de petites chorégraphies de TikTok, observait le monde avec émerveillement et crainte. Malik s'approchait de temps en temps, lui adressant un sourire rassurant, un mot doux, un geste qui faisait monter la tension. Il n'y avait rien de malveillant, mais chaque attention d'un jeune adulte vers une adolescente est une force qui influe, qui guide, qui attire. Le moment culminant arriva lors du trajet du retour. La pluie fine commença à tomber, les trottoirs brillants reflétaient les lumières de la ville. Malik proposa de la raccompagner. Le cœur d'Aïcha battait la chamade. La sécurité qu'elle trouvait dans cette attention la fit baisser sa garde, oublier le monde extérieur, oublier ses responsabilités. Elle accepta. Le scooter se frayait un chemin dans la pluie, les vêtements trempés, les cheveux collés au visage. Une complicité silencieuse s'installa, faite de regards, de gestes mesurés, de petites touches qui semblaient anodines mais laissaient un impact émotionnel profond. À son retour à la maison, elle se sentit étrange, fatiguée, troublée. La pluie, le trajet, la proximité avec Malik, tout cela avait laissé des traces sur son esprit et son corps. Elle se changea, observa son reflet dans le miroir, une adolescente qui avait l'air comme d'habitude, mais qui savait désormais qu'elle avait franchi une frontière, qu'une partie d'elle avait changé. La curiosité et la peur se mélangeaient. Elle se sentait plus adulte, mais aussi vulnérable, consciente que ses choix avaient des conséquences. Les jours suivants furent marqués par de petits signes, fatigue persistante, nausées occasionnelles, rêves troublés. Elle commençait à remarquer des changements physiques subtils, mais surtout, elle ressentait un poids psychologique énorme. Les mensonges se multipliaient, non plus pour des sorties banales, mais pour cacher les implications de ses choix, le chemin parcouru avec Malik et les influences de ses amis. Le secret s'installa comme un spectre dans sa vie quotidienne. À la maison, elle observait ses parents avec un mélange de crainte et d'envie. Sa mère, si aimante mais trop occupée à organiser la maison et le travail, ne voyait pas ces changements. Son père, protecteur mais distant dans l'expression des émotions, ne s'apercevait de rien. La solitude d'Aïcha était totale, mais paradoxalement nourrie par les petites attentions extérieures, par ce monde extérieur qui la faisait se sentir vivante, désirée et vue. Chaque décision, chaque interaction, chaque sourire de Malik, chaque encouragement de Clarisse, chaque pression sociale du groupe, la poussait un peu plus vers le point de basculement. Elle savait, au fond, que quelque chose allait changer, que rien ne serait comme avant, mais elle continuait, prise dans le tourbillon de la reconnaissance et du besoin d'appartenance. Après plusieurs semaines d'interactions, de sorties, de messages et de petites attentions, Aïcha se retrouvait dans un état où chaque choix semblait plus lourd, plus déterminant. La complicité avec Malik avait grandi, tissée de conversations tardives, de sourires échangés, de cadeaux modestes mais choisis avec soin. Il savait toujours quoi dire pour qu'elle se sente spéciale, vue, importante. Ce n'était jamais forcé, jamais agressif, mais assez pour qu'elle accorde sa confiance, son affection et, inconsciemment, sa vulnérabilité. La soirée qui allait changer sa vie avait commencé comme tant d'autres. Clarisse et le groupe d'amis avaient prévu une sortie dans un café branché du quartier. La musique était douce, les conversations animées, les rires clairs et parfois un peu moqueurs. Aïcha se laissait porter, timide mais excitée, regardant Malik de loin avant qu'il ne vienne s'asseoir à ses côtés. Les gestes étaient simples, un toucher de main pour aider à ramasser un verre tombé, un regard protecteur quand elle se penchait pour attraper son sac, des mots doux qui réchauffaient son cœur. Le groupe s'éparpillait entre stories, selfies et petites discussions sur TikTok. Mais Aïcha et Malik, eux, avaient trouvé un micro-univers à part. Ils riaient, parlaient de musique, de rêves, de projets d'avenir.
Elle se sentait enfin entendue, valorisée, comprise. La tension qui s'installait dans son corps n'était pas seulement physique, mais émotionnelle, une envie de se rapprocher, de partager, de se sentir aimé. Le trajet de retour fut le moment crucial. La pluie fine tombait, les lampadaires reflétaient les flaques sur le trottoir. Malik proposa de la raccompagner sur son scooter. Son cœur battait la chamade. La proximité, le vent froid et humide, le contact rassurant de ses mains sur les siennes créaient une atmosphère intime, presque suspendue. Chaque geste, chaque parole était chargée de tension et de non-dit. Aïcha se sentait adulte et vulnérable à la fois. Sans que ce soit prémédité, ni qu'aucun des deux ne parle de manière explicite, la soirée et ce trajet posèrent les fondations d'un basculement. Dans la chaleur de la complicité, de la confiance et de la proximité, Aïcha fit un pas vers une expérience qu'elle ne contrôlait pas totalement. Tout se passa avec des gestes, des regards et une intimité suggérée jamais montrée directement. Le spectateur comprend que le moment crucial a eu lieu, mais tout reste implicite, narratif et émotionnel. À son retour à la maison, la fatigue se mélangeait à un sentiment étrange. Elle se changea rapidement, observant son reflet dans le miroir. Elle avait l'air identique à la fille studieuse et prudente qu'elle était avant cette semaine, mais quelque chose en elle avait basculé. Une partie d'elle était plus adulte, plus consciente de la complexité des relations, mais aussi plus vulnérable. Elle ne savait pas encore que ce simple événement allait changer sa vie de façon irréversible. Les jours suivants furent marqués par des signes subtils mais persistants. Aïcha se sentait plus fatiguée que d'habitude, avec des épisodes de nausées légères et une sensibilité accrue. Ses émotions étaient instables, parfois euphoriques, parfois angoissées. Elle se retrouvait à justifier son comportement par de petites excuses aux parents. « Je suis fatiguée à cause de l'école, j'ai un peu mal à la tête. Rien de grave, juste un peu de stress. » Chaque mensonge devenait un voile qui cachait la vérité encore invisible. Ses interactions avec Malik prenaient désormais une intensité différente. Les messages et appels qui semblaient autrefois anodins portaient un poids nouveau, une complicité plus intime, un échange qui ne pouvait plus être totalement effacé ni ignoré. Clarisse continuait de la soutenir et de la guider dans le groupe, mais Aïcha commençait à se sentir isolée dans ce secret. La peur de l'annoncer, le jugement implicite et l'anticipation de la réaction des parents s'installaient dans chaque geste, chaque regard. À l'école, elle essayait de garder son rythme habituel, mais son corps trahissait sa fatigue. Les conseils de Madame Kofi, attentifs mais discrets, étaient un refuge. Aïcha comprenait qu'elle ne pouvait parler à personne de peur d'être jugée et que chaque action passée la rapprochait du moment où elle devrait affronter la réalité. Le spectateur voit tout le processus, l'influence sociale, l'émotionnel, la vulnérabilité et l'isolement. Le suspense monte encore. On sent que quelque chose se prépare, qu'une étape majeure va arriver. Les éléments sont là. Le basculement émotionnel et physique, la fatigue, la culpabilité, l'isolement et le secret. Tout est en place pour que le spectateur comprenne que le moment du test et de la confrontation à la réalité n'est plus loin. La scène se termine sur Aïcha dans sa chambre, assise sur le bord de son lit, regardant son téléphone, le cœur battant. Elle repense aux dernières semaines, aux choix qu'elle a faits, aux influences qui l'ont poussée, aux moments de complicité qui l'ont faite se sentir vivante. La caméra, ou le regard du spectateur, reste focalisé sur ses yeux. Un mélange de peur, de confusion et de conscience qu'un changement irréversible vient de se produire. Les jours qui suivirent la soirée clé furent empreints d'un mélange subtil de fatigue et de malaise. Aïcha ressentait des vagues d'épuisement inhabituels. Ses paupières semblaient lourdes dès le matin, et ses gestes devenaient maladroits. Chaque déplacement entre sa chambre, la cuisine et la salle de bain lui coûtait une énergie qui la rendait nerveuse. Elle se surprenait à regarder son ventre avec un mélange de curiosité et d'appréhension, sentant que quelque chose avait changé, sans encore pouvoir mettre de mots sur ce ressenti. À l'école, la routine semblait normale à l'extérieur, mais Aïcha vivait un monde intérieur en alerte permanente. Les couloirs, autrefois familiers, semblaient plus étroits, les regards des autres plus acérés. Ses amis, notamment Clarisse, continuaient de la soutenir, mais certaines remarques innocentes sur la fatigue, la pâleur ou la somnolence devenaient des échos inquiétants dans son esprit. Chaque question anodine lui rappelait la vérité qu'elle tentait de repousser. Le corps d'Aïcha commença à envoyer des signaux plus insistants.
La nausée matinale s'installa comme un rappel constant de la soirée passée. Elle remarquait des changements subtils dans son corps. Sensibilité, tension nouvelle, des moments où son estomac se nouait sans raison apparente. Chaque sensation déclenchait une spirale de peur et de questionnement. Elle essayait de les ignorer, de les rationaliser. Fatigue à cause des examens, stress, virus peut-être, mais au fond, elle savait que quelque chose de profond se préparait. Le déni s'installa progressivement. À la maison, elle souriait lors des repas, discutait superficiellement avec sa mère, jouait le rôle de la fille attentive et ordonnée. Mais dans son esprit, chaque instant était une lutte contre la vérité. Elle évitait les discussions prolongées avec son père, redoutant la moindre remarque qui pourrait trahir ses émotions. Même dans sa chambre, elle oscillait entre l'envie de se confier à quelqu'un et la peur d'être jugée. Le spectateur ressent ce combat intérieur. Peur, culpabilité, désir de soutien et isolement total. Clarisse restait son refuge. Elle se retrouvait après l'école dans des cafés ou des coins tranquilles, partageant des rires mais aussi des confidences plus lourdes. Aïcha lui parlait par métaphore, évitant les mots explicites. Clarisse, attentive et perspicace, comprenait plus qu'Aïcha ne disait, et son regard exprimait soutien et inquiétude à la fois. Malik, lui, devenait plus rare, occupé par ses propres études, mais chaque message reçu déclenchait un frisson d'angoisse et d'espoir chez Aïcha. Attention, proximité, validation, mais aussi rappel du secret qu'elle portait. La tension culmina quelques jours après. Dans la salle de bain, face au miroir, Aïcha se sentait observée par elle-même. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait la trousse de toilette, retirant un petit objet discret. Le test qu'elle avait acheté en cachette, guidée par une intuition persistante et une peur irrésistible. La pièce était silencieuse, à peine éclairée par la lumière naturelle filtrant par la fenêtre. Chaque détail semblait amplifié. Le souffle, le bruit de l'eau dans le lavabo, le tic-tac d'une horloge. Le temps semblait suspendu. Elle trembla en retirant le test de son emballage. La main hésitante, le cœur battant, elle le posa sur le comptoir. Chaque seconde avant le résultat était une éternité. La caméra imaginaire suit ses yeux, son visage, ses doigts crispés, capturant l'angoisse, la peur, le mélange de curiosité et de terreur. Lorsque le résultat apparut, le choc fut instantané mais silencieux. Elle resta figée, incapable de crier, de pleurer, simplement consciente que sa vie venait de basculer. Le lendemain, Aïcha tenta de continuer comme si de rien n'était. Le petit déjeuner se déroula avec une normalité forcée. Sa mère donnait des consignes habituelles, son père discutait factures et planning. Mais Aïcha était absente, distraite, chaque mouvement un effort. Un simple « tu vas bien ?» de sa mère déclencha un sursaut intérieur, une panique silencieuse. Elle sourit faiblement. Oui, juste fatiguée. Mais la vérité, lourde et invisible, pesait dans l'air. À l'école, la fatigue se manifestait plus clairement. Les élèves remarquent sa pâleur, sa lenteur. Clarisse, inquiète, se rapproche davantage, proposant des pauses, des sorties pour se changer les idées. Aïcha accepte mécaniquement, consciente que son corps réclame des moments de repos, mais que le poids du secret devient insupportable. Ses interactions avec Malik se font par messages courts, furtifs, chaque mot pesant plus lourd que le précédent. La culpabilité et la peur deviennent presque tangibles, visibles dans chaque regard fuyant, chaque sourire forcé. Madame Kofi, la conseillère, remarque le tiraillement. Elle observe discrètement, note les absences d'énergie, la distance dans les interactions sociales. Elle ne peut intervenir directement, mais sa présence rassurante devient un point fixe dans le chaos intérieur d'Aïcha. Cette attention silencieuse offre au spectateur un contraste, un monde adulte qui tente d'aider, mais qui n'a pas encore accès à toute la vérité. Le silence d'un soir ordinaire fut brisé par un détail qui changea tout. Aïcha, affaiblie, avait laissé son sac entrouvert sur le lit. Sa mère, venue déposer du linge plié, aperçut sans le vouloir un objet familier qu'elle n'aurait jamais pensé trouver là, l'emballage vide d'un test de grossesse. Elle le prit dans sa main comme si c'était une braise brûlante. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa, et une sueur glacée envahit sa nuque. Le monde venait de s'arrêter, d'un seul coup. Elle appela son mari d'une voix étranglée. Aïcha, entendant son nom résonner dans la maison, comprit aussitôt. Son sang se glaça. Elle aurait voulu disparaître,
fondre dans les murs, mais ses pas la menèrent malgré elle vers le salon. Là, ses parents l'attendaient, le test posé sur la table comme une preuve irréfutable. Le silence pesait, plus lourd que des cris. Son père prit la parole en premier. Sa voix, habituellement grave et posée, vibrait de colère contenue. « Explique-moi ça, Aïcha. » Maintenant. Aïcha resta muette, les larmes lui montant aux yeux sans qu'elle puisse les retenir. Son corps tremblait, ses lèvres s'entr'ouvraient sans qu'aucun mot ne sorte. Sa mère, figée, alternait entre la stupeur et l'incrédulité, ses mains crispées sur ses genoux. « Tu es enceinte !» Finit par lâcher son père, plus fort. Un silence glacé suivit. Seul le bruit lointain d'un ventilateur tournant dans la chambre voisine semblait exister encore. Aïcha baissa la tête. Son silence était une réponse. La réaction fut immédiate. Sa mère porta la main à son front, comme frappée par un vertige. Son père se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. Le choc se transformait en tempête. Les reproches fusaient. L'éducation gâchée, la honte, l'avenir brisé. Chaque mot était un coup de plus sur le cœur fragile d'Aïcha. Elle tenta de parler, de dire qu'elle avait été influencée, qu'elle n'avait pas voulu, mais sa voix se brisa au milieu des sanglots. Les mots ne trouvaient pas leur chemin. Tout ce que ses parents entendaient, c'était le poids de leur propre déception. Cette nuit-là, la maison resta éveillée. Pas de repas, pas de rire, seulement des éclats de voix étouffées et des pleurs dissimulés. Aïcha, recroquevillée dans son lit, fixait le plafond avec des yeux gonflés par les larmes. Elle n'était plus seulement une adolescente, elle devenait, aux yeux de sa famille, le symbole d'une erreur impardonnable. Le lendemain, la nouvelle avait déjà franchi les murs de la maison. Les mères de quartier, toujours attentives aux moindres mouvements, avaient remarqué les tensions, entendu quelques bribes de conversation enflammées. Les regards se faisaient plus lourds à chaque pas qu'Aïcha faisait hors de la maison. Les rumeurs, comme toujours, couraient plus vite que la vérité. À l'école, l'atmosphère changea brutalement. Clarisse, fidèle, resta à ses côtés, mais les autres camarades multipliaient les murmures et les chuchotements. Les couloirs résonnaient de mots qu'on croyait discrets mais qui atteignaient toujours Aïcha. C'est vrai. Comment a-t-elle pu? Elle a ruiné son avenir. Les yeux qui se posaient sur elle n'étaient plus ceux de l'amitié ou de la curiosité, mais de la critique et du jugement. Malik, lui, se retrouva pris au piège de ce scandale. Des amis communs l'interrogèrent, certains l'accusèrent à demi-mot. Il choisit le silence, incapable de prendre une position claire. Pour Aïcha, ce mutisme fut une blessure supplémentaire. Elle attendait au moins un mot de soutien, mais tout ce qu'elle reçut, ce furent des notifications non lues et des excuses vagues. Madame Kofi, la conseillère, intervint dès qu'elle perçut l'ampleur de la situation. Elle convia Aïcha dans son bureau, un espace calme et chaleureux qui contrastait avec l'hostilité extérieure. La jeune fille, épuisée par les jugements, laissa enfin couler ses larmes. Madame Kofi l'écouta sans interrompre, notant chaque mot, chaque hésitation. Elle ne prononça pas de reproches, seulement des phrases de réconfort. « Tu n'es pas seule. Nous allons trouver des solutions. » Ce fut la première fois qu'Aïcha sentit qu'un adulte voyait encore en elle une personne, et non seulement une erreur. À la maison, la situation demeurait explosive. Le père, blessé dans son orgueil et son autorité, évitait de croiser le regard de sa fille. La mère oscillait entre colère et compassion, incapable de décider si elle devait protéger sa fille ou punir sa faute. Les repas se passaient dans un silence pesant, entrecoupé seulement par les bruits de couverts. Un soir pourtant, la mère entra discrètement dans la chambre d'Aïcha. Elle s'assit près d'elle, en silence d'abord. Puis, d'une voix douce, elle murmura « Je ne comprends pas tout, mais tu restes ma fille. On va traverser ça. » Ce fut une fissure dans le mur de glace qui entourait Aïcha. Ses larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois, elles portaient un mélange de douleur et de soulagement. Les semaines qui suivirent furent un champ de bataille émotionnelle. Les visites médicales commencèrent, d'abord en secret, puis sous l'œil critique de la famille. Aïcha affronta les questions indiscrètes, les remarques blessantes des voisins, les moqueries des élèves. Chaque journée était une épreuve. Mais à travers cette tempête, une nouvelle force commençait à naître en elle. Elle apprit à marcher la tête un peu plus haute, même quand son cœur se serrait. Elle apprit à ignorer certains regards, à se concentrer sur les voix qui comptaient encore. Celle de Clarisse,
de Madame Kofi, et parfois, discrètement, de sa mère. La révélation avait tout détruit, mais elle ouvrait aussi une nouvelle étape, celle où Aïcha devait choisir non plus de nier ou de fuir, mais de se construire malgré la tempête. Le temps avait passé, implacable. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où le secret avait éclaté. Le ventre d'Aïcha s'était arrondi, témoignage visible de la vie qu'elle portait. Plus rien ne pouvait se cacher. Chaque pas dans la rue attirait les regards. Certains curieux, d'autres moqueurs, beaucoup accusateurs. Au début, elle avait cru qu'elle n'y survivrait pas. Les jugements, les murmures dans le dos, les disputes familiales, tout semblait trop lourd pour une adolescente. Mais le temps, même rude, avait fini par lui apprendre une chose. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on choisit la manière d'y faire face. Les nuits restaient difficiles. Aïcha se réveillait souvent en sursaut, terrifiée par l'avenir. Elle pensait à l'école qu'elle avait dû suspendre, aux rêves de carrière qui semblaient s'éloigner. Elle pensait à Malik, dont le silence s'était transformé en absence définitive. Pas un appel, pas un mot. Il avait disparu, laissant derrière lui une responsabilité qu'il refusait d'assumer. Ses blessures invisibles faisaient plus mal que la fatigue physique. Elle se sentait trahie, abandonnée. Mais, chaque matin, en posant la main sur son ventre, elle se rappelait qu'elle n'était plus seule. Une petite vie dépendait d'elle, et ce simple fait lui donnait la force de se lever. La maison familiale avait changé. Son père, d'abord muré dans la colère, avait fini par s'adoucir. Ce n'était pas une acceptation complète, encore moins de la fierté, mais plutôt une résignation mêlée de tendresse cachée. Parfois, quand il croyait qu'Aïcha dormait, il s'approchait discrètement, observait sa fille endormie, et soupirait longuement. Sa mère, elle, était devenue son ombre protectrice. Malgré ses propres douleurs, elle accompagnait Aïcha aux visites médicales, l'aidait à préparer ses repas, veillait sur elle comme une lionne blessée mais déterminée. Leur relation, autrefois tendue par la colère, s'était transformée en complicité silencieuse. À l'école, les choses avaient pris une tournure irréversible. Aïcha avait dû arrêter les cours pour des raisons de santé et à cause des pressions sociales. Certains professeurs s'étaient battus pour qu'elle puisse continuer, mais la rumeur et les regards avaient eu raison de sa volonté. Clarisse, fidèle amie, venait souvent lui apporter les notes de classe, les cahiers remplis, les petites nouvelles des camarades. Ces visites étaient comme une bouffée d'air frais. Mais, au fond d'elle, Aïcha savait que son chemin ne serait plus celui des autres. Elle avait pris une sortie de route brutale, et il lui faudrait du courage pour retrouver une trajectoire. Puis vint le jour où tout bascula à nouveau. À l'hôpital, dans une salle d'accouchement modeste mais propre, Aïcha serrait la main de sa mère, le front trempé de sueur. Les cris de douleur résonnaient, mais au milieu de cette épreuve, un cri plus petit, plus fragile, finit par remplir l'air, celui de son enfant. En posant ses yeux sur ce petit être, Aïcha ressentit un mélange d'amour et de peur. Elle n'avait jamais été aussi terrifiée, mais jamais non plus elle ne s'était sentie aussi responsable. Son regard croisa celui de sa mère, et pour la première fois depuis longtemps, elles partagèrent un sourire sincère. Ce bébé, malgré tout, venait de ramener un peu de lumière dans leur vie. Les mois qui suivirent furent une autre épreuve. Élever un enfant à son âge était un combat quotidien. Les nuits blanches, les dépenses imprévues, le décrochage scolaire, l'isolement social, tout pesait lourdement. Les amis s'étaient raréfiés, les visites s'étaient espacées. Même Clarisse, fidèle au début, avait dû se concentrer sur ses propres études. Aïcha comprit alors que la maternité précoce n'était pas seulement une histoire de ventre arrondi, mais une succession de renoncements, de sacrifices et de solitude. Un soir, assise sous la véranda avec son enfant endormi dans les bras, Aïcha pensa à tout ce chemin parcouru. Elle se rappela la jeune fille naïve qu'elle était, séduite par quelques mots doux, aveuglée par la curiosité et l'envie de grandir trop vite. Elle pensa aussi au silence de ses parents, au tabou qui les avait empêchés de parler franchement de la vie, de l'amour, des risques. Alors, elle formula en elle-même une leçon qu'elle aurait voulu partager avec chaque jeune de son âge, chaque parent, chaque famille. Aux jeunes filles et jeunes garçons, ne vous laissez pas tromper par l'illusion d'une liberté sans conséquence. Les choix faits dans l'ombre laissent des marques visibles pour toute une vie. Protégez vos rêves, protégez votre avenir. L'amour n'est pas une course, ni une preuve à donner.
C'est une responsabilité. Aux parents, ne laissez pas vos enfants apprendre seuls ce que vous auriez pu leur expliquer avec amour. Le silence n'éduque pas, il expose. Les conversations difficiles sur la sexualité, les dangers, les pressions, sont des boucliers. Brisez les tabous avant que la société ne brise vos enfants. La vie d'Aïcha n'était pas finie. Elle avait trébuché, lourdement, mais elle se relevait chaque jour, une fois de plus, parce qu'un petit être dépendait d'elle. Son avenir n'était plus celui qu'elle avait rêvé, mais il restait un avenir fait de résilience et de courage. Et peut-être, pensait-elle parfois, son histoire servirait d'avertissement. Si au moins une fille ou un garçon, en l'écoutant, décidait de faire un choix différent, alors ses larmes n'auraient pas coulé en vain. Les erreurs de jeunesse ne détruisent pas la vie, mais elles la transforment à jamais. L'éducation, le dialogue et la prévention sont des armes bien plus fortes que les reproches tardifs. Parents et enfants doivent apprendre à marcher ensemble, dans la vérité, avant que le monde ne les sépare par le silence. Si cette histoire t'a touché ou surpris, laisse ton avis en commentaire, partage ton ressenti, et n'oublie pas de t'abonner et de liker pour ne rien manquer de la suite.